Europe 1, 8h37, l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des téléphones, des voitures, des intermittents. Les Échos, pourquoi la guerre est pourquoi la guerre est déclenchée. Le Monde, Bouygues, Niels, Richard, choc des égos et guerre des prix dans les télécoms. Le Parisien, au volant, on se croit tout permis. Et puis, Libération, intermittent du spectacle, le mauvais sketch des patrons, l'humanité, ne touchez pas aux intermittents. Et enfin, il y a bien sûr la une du Point, l'affaire Copé avec ce surtitre savoureux. Sarkozy a-t-il été volé ? Alors, on y revient dans le détail sur cette affaire Copé. On en parlait à l'instant avec Eric Woerth. Oui, l'enquête a déjà été évoquée ce matin, mais il faut la lire en fait petit bout par petit bout. Il faut se plonger dans le récit de l'ascension de ces Copé Boys devenus patrons de la florissante boîte de com Big Malion. Les meetings organisés par l'UMP et dont le Point trouve la facture trop salée. 76 523 € tout de même pour un meeting à Saint-Brice-sous-Forêt, petite ville du Val d'Oise aux 17 000 habitants. Bon, et puis il y a les dénégations des uns, comme l'ancien trésorier de l'UMP, lui il n'a rien vu. Les allusions des autres, comme Yves Gégaud affirmant qu'il a quitté le parti parce que les finances sentent le soufre. Et puis, comme dans toute affaire financière française, on trouve le Qatar, évidemment, ses généreux investisseurs et les cadeaux fiscaux de l'État au moment où le ministre du Budget s'appelait Jean-François Copé. Où est passé l'argent, se demande le Point. Les généreux donateurs du Sarcoton doivent se poser la même question. Et bien sûr, en toile de fond, partout dans l'article, on retrouve cette fameuse guerre Copé-Fillon qui expliquerait évidemment que tant de boue remonte à la surface. Oui, c'est une règle qu'il faudrait toujours garder en mémoire. Quand on se lance dans des règlements de comptes familiaux, il vaut mieux n'avoir aucun cadavre dans le placard. Manuel Valls à la une de la Presse Magazine ce matin. Parce que c'est le jour des ambitieux qui font la une des journaux. Et bien ce matin, le Figaro titre en une « Valls provoque la droite et dérange la gauche ». Oui, c'est à propos de l'affaire Goasguen. Mais il est aussi en une de VSD, Manuel Valls. Il va à Matignon. Avec sous-titre « Pourquoi Hollande l'a choisi ?» Et aucun point d'interrogation. Ah non, rien. Il va à Matignon. VSD a des infos. VSD l'affirme. Ou plutôt des certitudes, en fait. Pas vraiment des infos. Alors, il faut comparer donc l'article du magazine qui nous explique que Manuel Valls pourrait même refuser une proposition qui ressemblerait à un piège avec les articles du Figaro. Alors, l'éditorial qui se souvient qu'un député socialiste avait autrefois proposé du temps de l'activisme médiatique de Nicolas Sarkozy, l'institution chaque semaine d'une journée sans Sarkozy. Paul-Henri Dulimbert propose donc une journée sans Manuel Valls. Bon, il précise bien sûr qu'à part ça, il n'y a rien de comparable entre l'ancien président actif mais efficace et l'actuel ministre de l'Intérieur qui, lui, est un faiseur. Bon, mais dans le journal, surtout, on a Solène de Royer qui cite un député PS tout prêt à la solidarité de parti et qui explique ce dérapage à l'Assemblée sur Claude Goasguen est le signe d'un mal-être. Valls a compris que Matignon s'éloignait pour lui. Il est fébrile. Oui, finalement, on ne saura pas. Pendant ce temps, on imagine François Hollande lisant la presse et s'amusant follement. Il est vrai que ça doit le changer des commentaires sur la courbe du chômage. Alors, on lui conseille la tribune à la fin du Figaro sur la communication politique. Frédéric Latrobe déplore l'absence totale de vision à long terme dans la politique, réduite à des slogans comme l'inversion de la courbe du chômage ou aux innombrables chocs. La politique, la vraie, est celle qui adopte le temps long, celui de l'intérêt général. Et on va continuer à parler de communication politique, de campagne, avec ce logiciel qui s'invite dans la course au municipal. Et oui, ça c'est une histoire formidable. À défaut d'un programme ou d'un projet, la réussite en politique, ça se joue sur le terrain, le porte-à-porte. Et là, une page du Figaro nous fait découvrir un outil incroyable. Ce sont des étudiants français passés par le Massachusetts Institute of Technology qui ont inventé ça pour le Parti socialiste, un logiciel capable de calculer où doit se diriger le porte-à-porte pour être efficace. Ça s'appelle 50+1, ce logiciel. En fonction de l'historique des votes, des données sociales, il cible dans une ville les électeurs qui pourraient basculer. Et il aurait permis à Patrick Mennucci de remporter la primaire PS de Marseille, à François Hollande de gagner quelques 280 000 électeurs au second tour de la présidentielle, un quart de sa différence avec Nicolas Sarkozy. Quand on pense que la droite enrage sur le manque d'innovation en France. Un homme a retenu votre attention également ce matin, l'homme qui vit sans argent. Eh bien oui, ça c'est tout le contraire, c'est loin de toutes ces contingences. Le magazine, lui, nous raconte l'histoire d'un Américain, Daniel Suello, qui a choisi depuis 14 ans de vivre sans un sou sur lui. Il vit dans une grotte, bon, il sent pas forcément très bon, mais il a un jour compris qu'il devait, dit-il, se débarrasser d'une mauvaise habitude, comme un junkie se libère de sa drogue. En ne désirant rien d'autre que ce qui est disponible ici et maintenant, explique-t-il, je mène une vie d'abondance. Il a eu l'illumination après une dépression et une tentative de suicide,
d'un jour, dans une station-service, il paye sa dernière amende de 20 $ en l'envoyant par la poste. Et puis il laisse tout ce qui lui reste dans une cabine téléphonique et il part. Alors ses disciples, du temps où il avait pris la tête d'une communauté nomade, cachaient régulièrement de l'argent au fond de leur poche pour alimenter leur portable ou se connecter à Facebook. Tout le monde n'a pas la force. Lui vit comme les vagabonds mythiques de la littérature américaine, mais le journaliste met en garde. Ce type est équilibré, cultivé, sobre. Tout le monde l'aide donc spontanément. Le modèle est-il reproductible? Sans doute pas. Mais le chemin vers la modération heureuse, lui, nous est tous ouvert. Allez, encore un clin d'œil dans cette revue de presse. Eh bien, il y en a qui ne trouvent pas forcément le chemin vers la modération ou qui se fourvoient sur le droit chemin. Mais pour cela, lui, toujours, a publié un palmarès des gardes à vue 2014. C'est savoureux. Mais c'est très bon. Description des cellules, petits trucs pour passer une bonne garde à vue, prendre juste un peu d'argent liquide, faire appel au room service en demandant à aller aux toilettes, à obtenir un verre d'eau, communiquer avec l'autochtone. Bon, visiblement, le journal conseille une garde à vue à la brigade financière du rue du Château des Rentiers, réception et accueil 4 étoiles, comme l'ambiance, plutôt que dans le commissariat de la rue Dieu me garde à Saint-Ouen, accueil 2 étoiles, mais confort 1 seule étoile. Je cite l'article, la dernière porte avant l'enfer. Si vous êtes là, c'est que vous avez sérieusement déconné. Après le cas de tuberculose cet hiver et l'invasion de mouches de l'été, la femme de ménage a déclaré forfait. Extrêmement fatigant. Bon, pour les réclamations, vous vous adressez à Manuel Valls, évidemment. Pour l'instant, c'est place Beauvau. Mais c'est pas sûr qu'on puisse lui écrire déjà à Matignon. Voilà, le guide 2014 des meilleurs gardes à vue, c'est donc à lire dans le magazine Lui. Et c'était dans la revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha.